Ma présentation, effectivement, je vais essayer de vous faire part de mon expérience, de l'expérience qu'on a accumulée avec Calfa pour faire de l'ossérisation et du traitement en général automatisé de documents qui sont dans des graphies non latines. Puisqu'après tout, il existe beaucoup déjà de documentation pour les textes latins, enfin, en écriture latine, mais finalement assez peu sur tout ce qui est en arabe, syriaque et compagnie, alors que ça pose des problèmes assez spécifiques qu'il faut arriver à surmonter. Et notamment, je vous parlerai de Vision Calfa, qui est une plateforme que nous, on avait créée pour nos besoins initiaux, justement pour nos projets de reconnaissance de caractère notamment, mais pas que. Et du coup, comment est-ce qu'on a décidé de l'ouvrir et comment est-ce que vous pouvez vous en servir pour vos besoins et pour rapidement être au niveau en reconnaissance de caractère notamment. Alors, Talfa, donc juste en quelques mots, c'est effectivement une entreprise qui travaille dans l'analyse automatique des documents manuscrits, dans le but d'accompagner des professionnels du patrimoine, donc des bibliothèques, des centres de manuscrits et d'autres plus privés, de les accompagner dans leurs projets de numérisation, dans leurs projets de valorisation de leur collection. Et donc on intervient à différents niveaux, soit simplement du conseil pour mener à bien leur projet, soit directement du développement web pour valoriser leur collection, en faisant de l'ossérisation, en faisant de la reconnaissance de textes manuscrits, en faisant de l'analyse de texte, par exemple. Voilà, tout un tas de champs de compétences pour lesquels on intervient. Ouais, spécifiquement, donc du coup, notre grande expertise, c'est plutôt la reconnaissance de caractères, imprimé et manuscrit. D'abord pour l'arménien, effectivement, le Calfa a été créé pour l'arménien initialement. C'était un dictionnaire d'arménien. On a commencé par là, donc à l'ancienne, hein, à saisir à la main les données d'un dictionnaire. Puis on s'est dit que finalement, taper un dictionnaire à la main, c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de plus intelligent à faire. Donc on a réfléchi à comment on pouvait faire ça automatiquement. Et de fil en aiguille, on s'est élargi aux langues orientales. Et donc en l'occurrence, maintenant, on travaille sur l'arménien, le géorgien, le syriaque, l'arabe. On peut faire d'autres langues sur demande, mais voilà, notre champ d'expertise est plutôt réduit à ces langues-là, notamment parce qu'on travaille en collaboration avec l'équipe Grégory à Louvain, qui a en particulier une expérience sur ces langues-là. Je vous en reparlerai un peu plus tout à l'heure. Alors effectivement, comme tu l'as mentionné, Noémie, on a euh, des projets en cours. Et donc, Calfa, donc on intervient à la fois pour des professionnels du patrimoine, mais on intervient aussi pour des entreprises privées, donc notamment des maisons d'édition hein, qui ont besoin de nous à différentes échelles de traitement de leurs documents, après des documents comptables, etc. Mais on a tout un volet patrimonial. Et ce volet patrimonial, du coup, on travaille en partenariat avec des universités ou des bibliothèques sur des fonds spécifiques. Et donc les deux projets que tu as mentionnés, c'est effectivement ce qu'on a fait avec la Bulac. On a commencé à travailler à partir de 2018 sur les archives du Fonds du Laurier qui ont été données à la bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Ce sont des archives en arménien, mais qui comportent également d'autres langues, un peu de grec, un peu de géorgien, enfin, ci et là, hein, du Laurier travaillant sur toutes les langues orientales qui pouvaient lui passer sous la main. Il y avait des gens comme ça à l'époque. Et du coup, on a travaillé sur l'entraînement de notre technologie sur ces documents-là, leur ossérisation. On a également fait un petit travail sur les notices bibliographiques qui sont rédigées à la main pour les plus anciennes et qui nécessitent du coup un traitement informatisé maintenant pour être intégré dans le catalogue de la BULAC. Donc ce projet, on l'a mené à bien. Donc en soi, les résultats sont disponibles. Reste à savoir sous quelle forme on va les montrer, mais c'est un projet qui a été accompli avec succès. Puis un autre projet qui est plus spécifique à l'arménien moderne, des archives modernes, des témoignages
de survivants recueillis par le conservateur Andonian, des survivants du génocide, et sur lequel, du coup, bon, donc vous voyez un extrait, hein, une lettre avec une graphie très cursive, sur lequel on fait de l'analyse de documents. Donc analyse de documents, c'est-à-dire identifier quel est l'auteur, identifier quelle est la date de saisie du document, identifier quel est le numéro d'enregistrement dans les archives de la bibliothèque Noubar, et bien évidemment de l'ossérisation pour récupérer le texte. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui est un projet pilote en quelque sorte, hein, qui a été restreint à 5000 archives identifiées par Boris Adjemian, le conservateur, le directeur de la bibliothèque Noubar de l'UQAM. Et l'objectif, là, c'est à terme de fournir une plateforme de consultation de ces données analysées. Et donc, on pourrait totalement résumer ça à une sorte de moteur de recherche qui permette de rechercher directement dans l'image les informations demandées. Donc, par exemple, un moteur de recherche qui afficherait dans une image très précisément la localisation du mot qui a été recherché. En tout cas, c'est ça l'objectif. C'est un projet qui est en cours et qui devrait s'achever en 2021. Donc, je vous ai mis des liens si vous voulez en savoir plus sur ces projets-là. L'un des dénominateurs communs à ces projets, c'est que du coup, là où Calfa a une technologie grandement générique pour un certain nombre de documents, là on va un peu plus loin. C'est quelque chose de connu, on en reparlera tout à l'heure. On spécialise vraiment notre technologie de reconnaissance de caractère sur ces documents-là, histoire d'avoir un taux de reconnaissance très bon. C'est-à-dire avec un CER, donc un taux d'erreur au niveau des caractères inférieur à 2%, même pour du document manuscrit. Bon, 100%, c'est pas pour tout de suite, mais dans l'idéal, pourquoi pas. Et alors effectivement, il y a deux ou trois autres projets patrimoniaux en cours. Je vais en citer que deux, donc notamment donc avec comme celui que Manal a présenté, donc là qui consiste à faire de l'ossérisation de documents en graphie arabe. Et donc là, c'est du document imprimé qui n'ont pas, visuellement parlant, de grandes difficultés. Si c'était de l'arménien, on aurait du 100% sans problème, mais qui est un challenge intéressant pour nous, puisque c'est pas quelque chose qu'on traitait de base. On s'est mis à le traiter depuis que Manal nous a contactés. Et bon, ça avait l'air de pas mal le convaincre. Euh, mais on pourra encore faire mieux. Donc là, effectivement, on travaille de façon itérative, qui est qu'on a créé un modèle sur mesure pour commencer, pour traiter une majorité de documents que Manal peut nous fournir. Et ensuite, de manière itérative, on vient réentraîner le système pour le spécialiser selon les besoins et les erreurs identifiées par Manal. Et un autre travail que l'on mène également, c'est avec l'Université de Lausanne. Donc là, c'est du grec. Je ne l'ai pas mentionné dans les langues que l'on traitait, mais effectivement, c'est du grec. Et là, c'est la même chose, hein. Ce n'était pas une langue que l'on traitait de base et sur laquelle on s'est mis à travailler pour les besoins de notre partenaire. Là, c'est encore un projet différent. Donc, bon, le dénominateur commun, bien évidemment, c'est la reconnaissance de caractère manuscrit. Mais on va un peu plus loin. Là, il y a des enjeux enfin, il y a des jeux assez marrants qui consistent à aller séparer la glose du texte, à aller séparer certaines lignes du texte et pas d'autres. Et donc, on réalise des apprentissages et des prédictions assez marrantes pour identifier, ben, ça, c'est tel texte qui est rédigé une ligne sur deux, l'autre texte qui est rédigé une ligne sur deux, et ça, c'est la glose, etc. Donc, vraiment, du traitement de l'image. Nous, voilà comment est-ce qu'on occupe un peu nos journées avec Calfa pour la partie patrimoniale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment fonctionne un OCR, puisqu'il y a eu la présentation hier de Jean-Baptiste Camps qui était très claire et qui a donné à peu près toutes les étapes indispensables et comment surmonter chacune des étapes. Je vais simplement détailler certains points. Donc Jean-Baptiste Camps nous a parlé donc, de 3 ou 4 étapes qui constituaient l'acquisition des données, donc l'acquisition de l'image en elle-même. Donc là, soit votre partenaire ou votre bibliothèque vous fournit des données, ou la bibliothèque a une bibliothèque en ligne numérique qui utilise le protocole, enfin le framework 3IF
qui permet d'échanger rapidement des données images. Et donc là, c'est parfait, vous récupérez les images pour les traiter. Ensuite, vous avez une analyse de l'image avec un pré-processing potentiel. Donc là, une analyse qui va constituer, enfin, qui va être centrée sur détecter les zones d'intérêt, les zones de texte dans une image. Donc c'est ce que montrait Jean-Baptiste Camps hier, c'était de dire, ben voilà, ça c'est mon image, enfin ça c'est ma lettrine dans mon image, ça c'est un dessin dans mon image, ça c'est la zone de texte que je veux traiter, etc. Donc l'étape d'analyse. Ensuite, il y a la véritable, en tant que telle, l'étape de transcription, hein, l'étape de l'OCR où on va récupérer le texte. Et ensuite, Jean-Baptiste Camps nous a parlé de comment est-ce qu'il pouvait améliorer les résultats de l'OCR, donc en utilisant certains outils pour séparer les mots lorsque tous les mots sont attachés, et bien évidemment, comment est-ce qu'on valorise ça. Donc j'ai mis autre, parce que je n'étais pas tellement inspiré pour remplir mon carré, mais l'idée c'est de dire que ben voilà, il y a un moteur de recherche pour chercher dans les résultats, enfin, il y a ce que vous voulez, quoi, enfin, de l'édition critique, comme a montré Jean-Baptiste, de la collation de manuscrits comme étape finale. Enfin, là, il n'y a pas de... Vous savez quoi, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Et donc, comme l'a montré Jean-Baptiste également, je me base vraiment sur Jean-Baptiste, donc n'hésitez pas à aller voir sa présentation lorsqu'elle sera en ligne. Effectivement, il existe pas mal d'architectures disponibles sur le net maintenant pour faire de l'océanisation, qui permettent d'obtenir un taux d'erreur au niveau des caractères inférieur à 5%, ce qui est globalement, pour un manuscrit, assez satisfaisant. Enfin, je veux dire, ça ne gêne pas du tout la lecture, pour un humain en tout cas. Et il y a beaucoup d'approches différentes, autant pour la détection de la mise en page que pour la reconnaissance de texte, tout ça, tout ça. Ce n'est pas l'objet de la présentation du jour. Ce que je pourrais dire quand même, c'est que les modèles généralistes, imaginez construire un modèle généraliste pour la reconnaissance de texte manuscrit, c'est un peu ambitieux et c'est pas forcément indispensable, euh, pour l'instant en tout cas. Ce qui est très intéressant et ce qui marche très très bien au contraire, c'est plutôt de faire des OCR, des modèles de reconnaissance de caractère sur mesure, spécialisés à un type de manuscrit ou à un ensemble de manuscrits. Là, ça marche très très bien. Mais bon, c'est possible de travailler. Enfin, il y a des langues pour lesquelles des types d'écriture sont assez uniformes, donc pourquoi pas? Enfin, c'est ce qu'on fait en arménien notamment. Alors, j'ai séparé quand même certains des points, hein. Vous voyez que mon étape 2, qui correspond à l'analyse, je l'ai éclatée en 3 points. Analyse de la mise en page, analyse des centres d'intérêt, analyse de la langue. Et mon point 3, je l'ai éclaté en 2 points, qui étaient la transcription et le post-processing. Parce que quand même, je crois qu'on peut aller un tout petit peu plus loin que simplement analyser une zone de texte, la distinguer du titre, du machin, etc. dans une image, selon les besoins de votre projet, et c'est quelque chose qu'on va voir ensemble tout à l'heure, même juste dans un instant, c'est on peut spécialiser l'intelligence artificielle pour qu'elle détecte uniquement un certain type de données dans un document pour ne récupérer que ce type-là, que cette information-là. De même, imaginez créer un modèle de langue interlangue, donc qui mixerait de l'arménien, de l'arabe, du géorgien, etc. C'est possible, mais c'est autant d'occasions que de créer du bruit dans la prédiction qui sera réalisée. Et donc à ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant de détecter automatiquement quelle est la langue d'un document ou la langue d'une phrase, d'un mot, etc. et d'utiliser le modèle adapté plutôt que d'avoir un modèle générique. Alors, 2 exemples tirés de Calfa qui vont permettre d'illustrer un peu ça. Donc, comme je vous l'ai dit, Calfa, on travaille d'abord, notre première compétence qu'on a développée en 2014, c'était créer des ressources lexicales pour l'arménien. Et effectivement, quand vous allez sur calfa.fr, vous tombez sur un dictionnaire d'arménien. Quelque chose qui n'est absolument pas représentatif de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais bon, ça reviendra prochainement. Et donc c'est pour ça, effectivement, que quelqu'un a très justement fait remarquer dans le chat, on pourrait croire que Calfa ne traite que de l'arménien. Et ça, c'est une erreur de notre part.
Si on était bon en business, ça se saurait. Alors du coup, effectivement, Calfa traite beaucoup d'autres langues, comme on l'a vu jusqu'à présent. Donc là, le dictionnaire, on avait eu la première étape, je l'avais dit, c'était on a fait de l'ossérisation, de la saisie manuelle de contenu. Alors saisir manuellement des dictionnaires, c'est plutôt une punition que l'on donne au lycée en heure de colle. En tout cas, c'est ce que j'avais eu à mon époque. Et c'est très marrant pendant un temps, mais lorsque vous avez, comme Calfa, besoin de compiler plusieurs dictionnaires différents, donc actuellement on est à 7 dictionnaires différents qui sont compilés et uniformisés, on ne va pas s'amuser à saisir à la main les 7 dictionnaires en question. Surtout que c'est des gros dictionnaires. Donc la première approche qu'on a eue, c'était de se dire, bah voilà, on fait un moteur de reconnaissance de caractère imprimé et on mouline tout. Et ensuite, une fois qu'on a le texte, on va le corriger à la main et ça fera notre base de données. Donc ça, c'est la première étape qu'on a mis en place effectivement. Mais en fait, très, très rapidement, on est allé un peu plus loin. Les dictionnaires ont une structure, c'est peut-être le type de livre le plus structuré qu'il existe, et on peut se servir de cette structure-là. Donc c'est ce que je vous mets en évidence ici, c'est de dire que, je ne sais pas si on voit ma souris, si je survole, ah oui, vous voyez ma souris? Bon, je vais dire que oui. Donc Oui, on a, oui, oui. Oui, oui, on la voit. parfait, j'ai sursauté, ça s'est pas vu, mais j'ai sursauté, je m'attendais pas à avoir du son dans les oreilles. Donc là, typiquement, donc on a le titre de l'entrée, même 2 titres d'entrée. On a des informations de déclinaison correspondantes à ces entrées-là. On a ici la catégorie grammaticale associée à nos entrées, enfin à nos titres d'entrée. On a les équivalents grecs proposés, les équivalents latins proposés. Ensuite, on a une définition qui est un peu, enfin une définition unilingue qui fait office également de zone fourre-tout pour les synonymes, pour des informations étymologiques, etc. Ensuite, on a en italique des informations modernes ou d'autres langues. Donc, s'il y en a qui lisent l'arménien, ils reconnaîtront peut-être des mots turcs ou ils reconnaîtront peut-être des mots en italien. Et ensuite, on a toute une série d'exemples tirés de la littérature arménienne associés à une source. Et alors, ce qu'on a fait, enfin, ce schéma-là se reproduit tout le temps. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a spécifiquement entraîné notre détecteur d'analyse de mise en page euh, sur ces zones-là, en lui disant, bah, cette zone-là que j'aurais identifiée d'abord à la main, ça va être la zone d'information moderne, avec du turc, de l'italien et compagnie, de l'arménien moderne et compagnie. Cette zone-là qui va être écrite en capitale, voilà, avec ce machin-là, une indentation, ça va être le titre de mon entrée, etc., etc. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait une annotation suffisamment précise pour qu'à la fin, le moteur de reconnaissance sache déjà quelle langue choisir, quel modèle de langue choisir pour, euh, pour faire la bonne ossérisation. Et ensuite, ça a pu permettre de remplir automatiquement des champs qui correspondaient. Et donc vous voyez du coup l'entrée équivalente telle qu'elle est affichée sur le CALFA actuellement, donc dans le dictionnaire NBHL, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est son petit nom. Voilà, du coup, là j'ai fait une capture d'écran, mais en soi c'est un texte dans lequel on peut copier des mots, faire de la recherche, etc. Bon. Alors le résultat n'est pas forcément parfait, hein, il peut y avoir des erreurs, hein, notamment il y a des erreurs sur le grec et je travaille actuellement, on travaille avec Grégory et Bastien Kint, justement pour corriger le grec et pour venir ensuite plus tard réentraîner nos ressources respectives d'analyse du grec pour améliorer le système et que ça serve plus généralement. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, d'une part. Donc si je reviens... Je peux revenir ou non? Non, je peux pas. Si je reviens ici, donc plutôt que d'être juste sur de l'analyse de la mise en page en soi, d'un point de vue théorique, on peut imaginer, enfin on peut faire de l'analyse de centre d'intérêt. Qu'est-ce qui m'intéresse dans un document spécifiquement? Ça, c'est quelque chose de très important et qu'il est possible de faire. L'entraînement, c'est peut-être quelque chose de plus délicat, hein, mais c'est possible de le faire. Et c'est quelque chose qu'il faut annoter, puisqu'on est là donc, dans une conférence sur quelles sont les bonnes pratiques. Ce que je veux conserver et ce que je veux détecter, il faut que je l'annote.
Et l'analyse de la langue, du coup, vous l'avez comprise. Dans la même idée, on est en train actuellement de finaliser un projet qu'on a avec les méritaristes, les pères méritaristes de Venise, qui sont une congrégation qui, notamment à Venise, ont un centre, une bibliothèque de manuscrits, l'une des plus importantes au monde, dans le monde arménien, en tout cas. Il y a quelque chose comme 3500 manuscrits. Et il y a un catalogue. Ce catalogue, il est papier. Ce catalogue, il nécessite d'être transformé en un moteur de recherche et il nécessite également d'être actualisé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'analyse de la mise en page de la même manière et de l'ossérisation. Et là, pareil, soit vous avez le cas de figure classique qui va être, j'ai mon OCR qui va détecter que j'ai deux colonnes ici et ici, enfin du coup quatre colonnes, et je vais les traiter, je vais les identifier et les traiter séparément l'une de l'autre. Ou alors, je peux aller chercher un niveau un peu plus fin, faire du raffinement, annoter plus précisément chacune de mes informations qui seraient pertinentes dans ce document, pour que ensuite, automatiquement, l'OCR fasse de la prédiction sur ces zones de texte qui m'intéressent. Et pour ensuite simplifier le travail de traitement, tout simplement. Donc voilà, c'est un autre exemple de ce qu'on fait et qui marche bien avec cette approche-là. Alors, si je reviens sur mon schéma précédent, j'ai rajouté par rapport à Jean-Baptiste une étape de post-processing distincte de l'analyse, puisque Jean-Baptiste a parlé de l'analyse qui permettait justement de lématiser des documents, etc., et qui permettait d'identifier des erreurs. C'est totalement vrai, mais il y a des cas quand même assez vaches dans les manuscrits où ça ne marche pas aussi bien. Donc, il faut distinguer quand on parle d'OCR, ce qu'on appelle par l'OCR en lui-même, la reconnaissance de caractère, mais de caractère, et je l'ai mis en italique coloré volontairement, ça fait de la reconnaissance de caractère pure et brute. Et donc c'est typiquement ce que j'illustre ici dans cet exemple-là, c'est que pour X raisons, mon algorithme d'analyse de la mise en page n'a pas fonctionné. Il n'a pas vu qu'il y avait deux colonnes dans mon document. Du coup, j'ai un texte compact qui est en plus erroné, puisque du coup, là, le texte continuait plus bas, là, le texte continue plus bas, mais du coup, il n'y a pas de lien entre cette partie-là et cette partie-là, mais tout le texte est compacté ici. Donc pour ceux qui lisent l'arménien, la première colonne va finir ici, là, j'ai un Vora, et la deuxième ici va commencer là, c'est Love. Donc ça, c'est pas bon. Et pourtant, mon CER, il est de 0%, il n'y a strictement aucune erreur de reconnaissance de caractère là-dedans, et pourtant, le résultat est pas bon du tout. Déjà, tous les mots sont collés, et en plus, comme l'analyse de la mise en page n'a pas été bonne, eh ben, ça me crée des mots qui n'ont aucune chance de pouvoir être analysés par un analyseur ou d'être séparés par un séparateur de mots, parce que ce pas des mots. Et puis même, mettons qu'il y arrive, eh bien, il y a les problèmes classiques qui se posent dans le monde des manuscrits anciens, c'est qu'on a une scriptio continua, donc vous voyez bien, tous les mots sont attachés, mais également la césure des mots ne répond à aucune logique humainement intelligible. En tout cas, chez les Arméniens, c'est assez folklorique. Il y a qui fera la plus belle césure. Et en plus de ça, les mots sont abrégés. Il y a des abréviations qui sont dans le texte, qui sont des abréviations parfois canoniques, donc répandues dans le monde des copistes, arméniens en tout cas. Parfois, pas du tout. Parfois, c'est des innovations, et ça, c'est encore un autre problème. Parfois compliqué à lire pour un être humain, même un spécialiste de la langue. Pour ça, je vous apprends rien. On a tous nos problèmes dans nos langues respectives. Alors, du coup, ça, ce serait un meilleur résultat. Le CER est toujours bon, ce serait un meilleur résultat parce que du coup, mes colonnes auraient été bien identifiées. Mais on a du coup les deux ou trois autres problèmes que j'ai pointés. Donc, les mots abrégés, la scriptio continua, la césure qui répond à rien. Si en plus on rajoute à ça les coquilles du copiste, puisqu'il en fait, ça fait beaucoup quand même d'informations erronées ou potentiellement pas exactes que l'on traîne, qui s'accumulent, qui font que l'analyse ensuite et le traitement numérique des informations ne va pas être bon.
C'est pour ça que je vous invite à distinguer un moteur de reconnaissance de caractère, il en existe plein sur le marché, j'allais dire, que ce soit en open source ou payant ou qu'est-ce qu'il existe? Open source, payant, gratuit mais pas open source. Il en existe plein, mais c'est de la reconnaissance de caractère pure. Et l'un des exemples euh, les plus courants, ben, c'est les abréviations. Les abréviations chez les Arméniens, par exemple, sont précisées de manière suscrite. Donc là, on aura on va dire une apostrophe, deux apostrophes l'une à côté de l'autre au-dessus de là où il manque une lettre, le même cas ici. Et là, ici, une sorte de badive, enfin ce qu'on appelle un badive, donc pareil que chez les latins, donc un trait pour les nomina sacra à l'époque et maintenant pour à peu près tout, qui se place au-dessus du mot abrégé. Ça, c'est une information, si je fais de la reconnaissance au niveau des caractères, qui ne sera pas attrapée. Selon comment fonctionne votre algorithme de reconnaissance de caractère, si ça fait par exemple une segmentation un peu verticale ou un peu moins verticale, mais qui va vraiment aller chercher l'information au niveau du caractère, vous voyez comment je le fais avec ma souris là, bah, ce truc-là, bah, il ne va pas être considéré comme un caractère à part entière qui va permettre d'identifier une abréviation. Si j'ai une segmentation là, comme ça, oblique par exemple, qui va en prendre un bout, et oblique aussi ici, pouf, qui va prendre un bout sur cette lettre-là, bah, ce signe-là va être éclaté entre celle-ci et celle-ci. Quelle est la différence entre ce signe-là et ce petit bout de lettre-là qui serait associé à cette lettre-là? Il n'y a pas vraiment de chance de vraiment identifier l'abréviation. Et du coup, si vous voulez identifier l'abréviation comme je l'ai fait là en rouge dans mon texte, bah, soit vous avez un très 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 bon modèle de post-processing qui va arriver à prédire le fait que ça c'était une abréviation à partir des caractères qui ont été prédits, soit bah, il faut peut-être également envisager une approche un peu plus hybride, hybride qui va à la fois coupler une détection du caractère et une détection au mot. Reconnaître un mot dans son ensemble plutôt qu'un caractère. Euh, Voire, enfin, du coup, une approche hybride qui combinerait les deux. Et ça, c'est très important, notamment dans les langues sémitiques où justement bah, on a souvent besoin de la compréhension globale du mot, plus que de s'intéresser aux caractères qui peuvent être parfois très difficilement déchiffrables. Euh, voilà, enfin, de ce qu'on m'en a dit, hein, de ce que j'en sais dans les projets qu'on a eus. Donc là, ça, c'est le bon résultat qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire un texte sans scriptio continua, euh, où le texte serait bien, les mots seraient bien séparés, les abréviations bien identifiées, etc. Mais ça, c'est pas de la reconnaissance de caractère, proprement dit. Alors, je vous ai mis un exemple sur un manuscrit syriaque qu'on m'a envoyé il y a quelque temps pour faire une ossérisation. Alors, le résultat n'est pas parfait, loin de là. Donc là, je vous montre un résultat qui est pas parfait. J'en ai totalement conscience et c'est volontaire. Ce que je voulais vous montrer, c'était de dire que bah, ce genre de caractères qui peuvent se retrouver souscrits pour X raisons ou même de façon très coutumière, oups, je vais aller trop loin. Voilà. Bah ça, sont pas forcément attrapés par les moteurs de reconnaissance de caractère. Pareil pour certaines ponctuations qui peuvent être complètement dessous et qui peuvent se confondre avec des deux points par-ci par-là, etc. Les spécialistes du syriaque comprendront tout de suite, je pense. Et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'était que pour la reconnaissance de caractère pur, de nos jours, il n'y a aucun problème pour avoir des CER inférieurs à 5%, voire du 3% lorsqu'on a un modèle spécialisé, voire du 2%, etc. Il n'y a aucun problème. Ça, il n'y a pas de difficulté. La notion de reconnaissance de caractère en elle-même, c'est un problème tranché en soi. Pour l'imprimer, c'est sûr. Pour l'imprimer, ça reste plus compliqué, bien évidemment. Mais reconnaître le caractère, c'est facile. Alors voilà les problèmes qui se posent. Donc ça reprend un peu ce qu'a dit Jean-Baptiste hier, et je l'ai un peu complété par rapport à nos spécificités de langues orientales, le graphie non latine. C'est que du coup, dans le manuscrit, bien évidemment, on a une très grande variété d'écritures, parfois au sein même d'une page, hein, ça arrive, qu'il y ait eu deux copistes qui travaillent à deux intervalles de temps différents,
chacun soit spécialisé dans l'écriture d'un certain truc, enfin, que sais-je. Bon, il y a au moins, c'est très fréquent d'avoir deux écritures, deux mains différentes dans une même page. Donc du coup, là où je voulais en venir avec cette limitation classique, c'était de dire que bah, il va falloir quand même avoir une technologie assez robuste euh, pour pas planter à chaque page. Bien évidemment, plus largement, il y a une très grande variation au niveau des lettres, parfois au sein même d'un seul type d'écriture, hein. Donc là, je vais prendre l'exemple de l'arménien. En arménien, vous avez quatre grands types d'écriture. Alors ça fait débat, mais on va dire qu'il y a quatre grands types d'écriture. Et notamment dans le type d'écriture le plus ancien, c'est le Yergatakir. Dans ce type d'écriture-là, si j'en crois la littérature scientifique qui existe, on peut distinguer une dizaine, en vérité, de sous-ensembles différents, qui ont parfois rien à voir les uns avec les autres. Donc ça complique un peu. Euh, enfin, même pour un humain, hein, ça complique un peu. Il y a des glyphes spéciaux, donc ça c'est plutôt propre au latin, en tout cas pour l'arménien on n'en a pas trop, des ligatures spécifiques qui doivent être reconnues en tant que telles si possible, ou alors des idéogrammes, euh, donc ou des monogrammes, enfin surtout des idéogrammes chez les Arméniens, donc une sorte de dessin qui va valoir pour un mot entier, c'est très fréquent. La scripture continua, on l'a vu. Si vous rajoutez à ça le fait que votre manuscrit est endommagé, bah, vous avez une perte de contenu. Donc pour l'analyse du texte, compliqué. Si vous rajoutez à ça la ponctuation qui n'a pas forcément de sens dans les manuscrits anciens, la justification qui n'a pas de sens, les coquilles orthographiques du copiste, etc., ça rajoute énormément de bruit. Césure, abréviation, lettres souscrites, tout ça, voilà, ça j'ai déjà dit. Et bien évidemment, du coup, mise en page variée. Il y a hein, déjà des algorithmes qui font, d'ailleurs, Manal en a très bien parlé juste avant, dans Transcribus, il fait de l'analyse de la mise en page. Donc il y a déjà des choses qui existent généralement et qui marchent pour un très grand nombre de données. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, comme je l'ai montré tout à l'heure, où vous avez besoin de récupérer un seul type d'information, bah ça, c'est plutôt à vous de le faire. Et donc les limitations classiques, c'est valable pour l'arménien, mais pour le géorgien, le syriaque, l'arabe aussi, hein, somme toute. On va peut-être pas dire que l'arabe est une langue peu dotée, mais quand même, pour ces questions-là, un peu, un peu dotée. Il y a peu de données disponibles pour entraîner les systèmes intelligents. Il y a également bah, pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire la notation nécessaire pour faire l'analyse du document. Du coup, pour préparer les données, pour entraîner la machine, l'intelligence artificielle. Euh, et les collaborations peuvent être limitées, puisque par défaut, enfin, par exemple pour l'arménien, il y a une équipe qui travaille à l'INALCO, et puis ensuite il faut aller chercher Louvain-la-Neuve, il faut peut-être aller chercher Genève, il faut aller chercher en Arménie pour trouver d'autres spécialistes de l'arménien, ce qui fait qu'en soi, des collaborations au sein même d'un même labo sont assez limitées. Donc ça crée beaucoup de difficultés en plus de celles qui sont à gauche, en plus de celles qui sont à gauche. La phrase était finie. Donc, quels sont mes besoins? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez définir en amont avant de vous lancer dans un projet de reconnaissance de caractère et de faire de la reconnaissance de caractère. Quels sont mes besoins en données? Enfin, quel type de document je veux osériser? Si c'est de l'imprimé, du manuscrit. Si c'est du manuscrit, quel type d'écriture? Si c'est quel type d'écriture, ben, plutôt quel, euh, quel, quel ensemble de données est-ce que je peux considérer pour avoir une certaine cohérence pour faciliter l'entraînement et du coup la reconnaissance? Dans le cas des langues sémitiques, est-ce que les questions de vocalisation, c'est quelque chose qui m'intéresse ou qui ne m'intéresse pas? Est-ce que j'ai besoin de faire de la reconnaissance de caractère pur ou est-ce que je sais qu'il y a des cas de figure où bah, ça ne va pas marcher? Est-ce qu'il faut que j'envisage de la reconnaissance par mot? Donc vraiment tenir compte du contexte. Est-ce que j'ai besoin de faire un modèle totalement spécialisé? Est-ce que du coup, je peux envisager, pour ce que j'ai à faire comme tâche,
ben, de me concentrer uniquement sur une main et de rester sur cette main-là et puis basta? Ou est-ce que je vais essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus polyvalent? C'est une réflexion qu'on a en cours actuellement avec la BULAC sur les manuscrits arabes. Et ensuite, dans la mise en page, euh, bah, qu'est-ce que je veux? Est-ce que moi, ça m'intéresse de distinguer, comme les algorithmes classiques le font, un titre du texte, d'une lettrine, etc. Ou est-ce que je veux tout considérer comme du texte? Ou est-ce que, bah, plus précisément, je m'intéresse uniquement aux tableaux dans les manuscrits arabes, etc. Bah, quel est le type? Quel est mon objectif? Alors, on en a parlé hier. Il existe beaucoup, et on en a parlé tout à l'heure, il existe beaucoup de plateformes d'annotation. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Ça dépend bon, de, ça c'est comment on dit, des préférences de chacun. Euh, Moi, celle que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une plateforme qu'on a éprouvée pour les langues orientales et pour les graphies non latines, en particulier pour les écritures droite-gauche, et qui marche assez bien, comme je vais vous le montrer. Mais alors, du coup, bah, quand je travaille avec une plateforme d'annotation, j'ai besoin en priorité de pouvoir identifier les zones de texte qui m'intéressent. En plus, j'ai besoin de travailler en collaboration avec d'autres équipes sur un même projet, comme ça va plus vite pour mon annotation. Donc j'ai besoin de monter une équipe. Éventuellement, si mon équipe n'est pas disponible, j'ai besoin de former des gens pour faire la reconnaissance, enfin, pour faire la labellisation à la main. Et alors former des gens, c'est tout un travail. Donc si la plateforme intègre un outil de formation, c'est encore mieux. Et évidemment, ben, plus rapidement j'ai des données, plus rapidement je peux expérimenter et plus rapidement je peux spécialiser la machine selon mes besoins. Donc si la plateforme intègre des préannotations automatiques, bah, c'est encore mieux. Donc si je récapitule, ce qu'il me faut pour une plateforme d'annotation efficace, c'est des tâches automatisées, pas trop d'options et des options très simples justement pour permettre le travail collaboratif et la formation du public, pour justement me concentrer uniquement sur la notation et pas sur améliorer une image, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui doit être indépendant des données que je fournis. Quelque chose qui soit suffisamment clair pour que le public puisse interagir avec moi, pour que je puisse travailler avec le public. Quelque chose, tant qu'à faire, qui soit compatible avec euh, plusieurs systèmes de langue, enfin de lecture de langue, d'alphabet. Quelque chose qui permette d'écrire des données simplement, donc par exemple 3IF, donc tout simplement lier ma plateforme à 3IF, comme ça j'ai simplement à fournir le lien correspondant à l'image dans les informations, dans les métadonnées de la bibliothèque, et boum, ça affiche sur ma plateforme. Travail collaboratif, j'ai dit. Interopérabilité des formats, c'est-à-dire que les résultats de la plateforme, c'est des annotations pures. Ces annotations pures me servent à entraîner un logiciel de reconnaissance de caractères. Tant qu'à faire, je veux expérimenter différents logiciels de caractères qui existeraient sur le marché. Aucun, même si on commence à essayer de faire un effort, aucun n'utilise la même façon d'annoter et d'entraîner. Donc des formats différents, donc tant qu'à faire, une plateforme la plus polyvalente possible. Alors bah, nous, on a travaillé chez Calfa sur Vision, Vision que maintenant on met à disposition des gens. Et donc là, vous avez l'idée générale de... voilà. J'aime beaucoup les schémas compliqués, donc j'étais assez satisfait de celui-là. C'est de dire que en étape 1, je suis un chef de projet, je veux créer un projet de reconnaissance de caractère pour entraîner mon modèle ou pour un modèle de reconnaissance de caractère ou un modèle d'analyse de l'image. Je crée mon compte, je crée mon projet. Dans ce projet-là, je peux mettre des images. Soit je pars de zéro, je mets en ligne une image, soit je travaille avec une bibliothèque partenaire, donc j'utilise le schéma 3IF pour intégrer directement l'image, soit bah, je travaillais par le passé avec des architectures de données différentes et j'ai besoin de charger ces données-là pour les convertir dans des formats plus modernes. Donc par exemple, ceux qui ont travaillé par le passé avec Ocropus, qui se sont retrouvés soit avec des HTML, soit avec simplement comment on appelle ça, une paire image-texte, euh, bah, c'est des choses qui ne sont pas forcément compatibles avec des trucs modernes. Euh, donc j'ai besoin de les convertir. Donc en étape 1, je fais ça, je crée mon projet avec les images et les données que je veux.
J'ai besoin d'une interface d'annotation qui fasse un peu le travail de manière automatique et qui, si possible, puisse être réentraînée pour mieux coller à mes besoins, puisque un modèle générique ne va jamais être parfait sur un... Voilà. Et pouvoir, en troisième étape, exporter mes données dans le format qui m'intéresse. Et en plus de ça, je veux travailler avec quelqu'un, donc permettre à un utilisateur de travailler sur mon projet, éventuellement de vérifier son niveau, voir si cette personne-là est vraiment compétente pour travailler sur ce projet-là ou s'il faut plutôt que je lui donne accès à un autre projet. Tant qu'à faire, si je peux visualiser mes résultats d'une certaine manière un peu astucieuse, enfin un peu jolie, pour que ça serve à la fois pour la machine, mais que ce soit également bien visuel pour moi en tant qu'humain, pour les recherches paléographiques ou autres, c'est encore mieux. Mais c'est pas forcément indispensable. Et puis voilà. Euh, voilà l'idée qui est derrière Vision Calfa. Donc, je vais d'abord commencer par une série de captures d'écran pour vous montrer les différentes étapes sur Vision. Si j'ai un peu de temps, on fait une démo en live, mais sinon, vous pouvez vous-même vous inscrire et vous amuser. Alors, la Vision est accessible, la plateforme est accessible à cette adresse-là. Donc, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur de la gestion de projet. Donc, je crée un projet sur mon interface. Sur ce projet-là, je vais avoir tout un ensemble de statistiques, donc le nombre d'images que j'ai mises, le nombre d'images que je considère qui sont achevées, le nombre de lignes qui auront été identifiées dans mon document, soit à la main, soit automatiquement, soit les deux, le nombre de textes qui a été saisi enfin, le nombre de textes correspondant à ces lignes, et le nombre de régions que j'ai en stock. Comme ça, je peux vraiment suivre où j'en suis pour savoir que si je veux entraîner un modèle performant, il va me falloir, je ne sais pas, par exemple 3000 lignes, eh bien, il me reste encore un peu de travail, avec des statistiques au jour le jour, etc. Et j'ai un utilisateur qui a accès à ce projet-là, c'est-à-dire moi, a priori. Je peux donner accès à... Alors, l'interface d'annotation, vous chargez une image et ça va ressembler à ceci. C'est-à-dire, j'ai mon image qui va d'abord être vierge et j'ai des boutons qui sont volontairement simplifiés au maximum, qui vont dans un premier temps faire l'analyse de la mise en page, donc c'est-à-dire détecter des régions de texte dans mon document, donc ici en vert, et détecter des lignes de texte ici en rouge. Ce sont des informations que l'on peut corriger et que l'on peut éditer grâce aux boutons qui sont là. Hein. Donc si je clique sur U, je vais pouvoir modifier ma baseline. Si je clique sur là, le bouton vert, je vais pouvoir modifier ma région, etc. Donc là, j'ai mes lignes, j'ai mes régions. Je suis satisfait de ce qui a été fait, je peux passer à l'étape 2. Je ne suis pas satisfait, je corrige à la main, je passe ensuite à l'étape 2. L'étape 2 consiste à vraiment prendre l'information qui est dans la ligne. La ligne de texte en elle-même et pas simplement sa détection. Donc là, ça donne ceci. Donc c'est un polygone qui va entourer la ligne de texte en vue d'être reconnu. Donc là, de la même manière, je peux modifier directement en cliquant sur le bouton bleu. Je clique, ça va me permettre d'éditer les points, soit d'ajouter des points, soit d'en enlever, soit de les déplacer, pour avoir quelque chose de plutôt propre. Plus c'est propre, plus le résultat sera bon, bien évidemment. Et on a distingué les boutons justement pour que vous n'ayez pas ça de zéro qui est tout de suite un peu illisible, mais vraiment pour cheminer par étapes. Et une fois que tout est bon, vous avez un bouton de text recognition qui est mis à disposition uniquement sur demande, celui-là. En général, on le met à disposition dans le cadre de nos partenariats. Mais je détaille un peu plus dans un instant. Et la troisième étape, du coup, ça donne la reconnaissance de caractère. Donc j'ai zoomé pour qu'on y voit quelque chose. Et voilà, ligne à ligne, je peux avoir le résultat et savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Le cas échéant, corriger et corriger. Et comme ça, après, c'est bon. Donc vous voyez que dans le résultat final, pas de séparation de mots, etc. On est sur de la reconnaissance de caractère pure, comme j'expliquais tout à l'heure. Et une fois que j'ai fait tout ça, je peux exporter soit à l'image, soit à l'échelle du projet, différents types de formats. Donc là, je vous en mets quelques-uns
mais la liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs schémas de données différents. Euh, donc un masque de l'image, parfois utilisé par certains systèmes, le format page XML qui commence à être de plus en plus répandu, un format JSON maison qui représente la structure de la page, qui peut ensuite être converti dans un format alto, dans un format, enfin, il n'y a pas apparemment de limite. Alors, chose importante, c'est que la plateforme propose du coup un pipeline complet, à la fois pour annoter manuellement, donc vous pouvez tout faire de zéro, hein, c'est-à-dire je crée une nouvelle région, j'annote, enfin je l'identifie, ensuite dedans je fais mes lignes, et enfin je fais mes polygones. Bon, en général, les polygones, on va plutôt le faire automatiquement, parce que c'est quand même très laborieux à faire. Il est parfois utile de faire les baselines à la main. Donc ça utilise également, ça intègre des outils automatisés d'analyse. Donc ça correspond à ce dont nous on avait besoin, ce qui ne correspond pas forcément à ce dont vous aurez besoin. Je reviens en arrière, dire vous, bon là, mauvais exemple avec cette image-là, mais vous pourriez vous dire, ben, euh, cette première ligne, c'était le titre, je voulais le distinguer du reste. Euh, donc ça, par défaut, ça ne le fait pas. Vous pouvez choisir le type de région ici, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. En revanche, ce qui est important, c'est de dire que ces modèles pré-entraînés, bah, ils sont prêts à être réentraînés. Et en fait, Vision, c'est une plateforme qui apprend au fur et à mesure de vos projets. C'est-à-dire que plus vous allez modifier ou faire de la notation de région comme vous le souhaitez, bah, plus le modèle va vous mimer ce que vous faites et les prédictions futures, hein, au bout de 40, 50 images, je ne sais pas, hein, ça va dépendre du type de données que vous avez et que du coup comment est-ce que l'OCR trouve ça difficile ou pas, eh bien, va petit à petit se spécialiser sur votre besoin et vous proposer quelque chose de plus sur mesure, par projet. Si vous avez besoin de quelque chose de plus général, à ce moment-là, il faut nous contacter. De même, par défaut, il n'y a pas de bouton text recognition ouvert, simplement pour des questions techniques. C'est quelque chose qu'on peut mettre à disposition. Soit on est dans le cadre d'un partenariat et bah, le text recognition de transcription est là par défaut. Soit vous avez annoté suffisamment de données vous-même, soit à la main, soit en important des données, et à ce moment-là, le bouton se débloque parce qu'il aura pu s'entraîner sur vos données, et du coup vous proposez quelque chose de sur mesure. L'avantage, c'est qu'il a besoin de peu de données, parce qu'il est quand même pas mal éprouvé sur pas mal de langues, et du coup, on va plutôt faire ce qu'on appelle du fine-tuning, plutôt que créer un modèle de zéro. Donc voilà, après, c'est une plateforme de gestion de projet, comme je vous le disais. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça va me venir. Voilà, simplement ça, parce que j'aime bien, je trouve ça joli. Donc je vous l'avais mis dans le graphique en tant qu'option. On peut totalement extraire la partie segmentation par caractère et avoir un visualiseur qui soit utile à des fins paléographiques. Bon, il existe des outils spécifiquement dédiés à ça, mais bon, c'est possible de l'avoir ici aussi. Et de même, est-ce que telle personne est habilitée à travailler sur mon projet ou pas? Si j'ai fourni assez de données, ben, le logiciel va prendre euh, les mots dans vos pages et va demander tout simplement à l'utilisateur de saisir le mot qu'il voit. Si ça correspond exactement à la vérité terrain qui est saisie, ben, il gagne un point. Sinon, ben, il perd un point. Et à la fin, on fait le total des points, hein, sur 5-6 images pour voir s'il a le niveau requis. C'est pas quelque chose qu'on a inventé, hein, loin de là, hein, c'est quelque chose qui, alors je sais plus si c'est Transcribus même qui avait ça. En tout cas, il y avait une plateforme qui s'appelait Learn Transcribus, il me semble, euh, à vérifier. Je suis pas totalement sûr de mon titre, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais qui avait à peu près un système similaire. Donc là, on n'a rien inventé, hein. En soi, on n'invente rien, c'est pas, mais ça marche. C'est ça qui compte. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait une histoire de modèle. Oui, alors voilà avec qui on travaille pour l'instant. Donc, Calfa a été financé au début par la fondation Calouste Gulbenkian et la fondation des frères Roucasians.
donc qui sont respectivement localisés à Lisbonne et à Genève. Et sinon, on a différents projets en cours avec des institutions plutôt patrimoniales, mais également en collaboration avec des équipes de recherche, hein, comme à Ghent avec le projet Mamloukisation, avec Grégory à Louvain-la-Neuve, Peters Publisher que vous connaissez, et d'autres arméniens. Le Matena d'Aran, donc le plus grand centre de manuscrits arméniens au monde, qui se situe à Yerevan. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Oui, et donc Kalfa, donc, qui reste une entreprise à but lucratif, si j'ose dire, même si pour l'instant on est plutôt une entreprise à but non lucratif, vu à quel point on est mauvais. Mais l'idée, c'est que on a quand même un intérêt particulier pour le patrimoine, et donc c'est pour ça qu'on travaille avec des institutions patrimoniales. Et comme vous le verrez dans le prochain site internet qui va sortir bientôt, on a un plan qui est mis à disposition des chercheurs. Donc dans le cas de traitements ponctuels de documents manuscrits ou imprimés, on peut vous faire ce traitement-là à titre complètement gracieux, ou vous mettre à disposition les modèles de reconnaissance de caractère sur Vision, pour que vous corrigiez directement sur Vision, c'est encore mieux. Ça, c'est totalement quelque chose qui est dans nos principes. Donc, je vous remercie pour votre écoute.